Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité, le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine pour discuter de sa spécialité médicale. Aujourd'hui, on a reçu Dr Geneviève Auclair qui est médecin de famille au Nunavik. C'est une discussion tellement intéressante. N'importe qui a un peu soif d'aventure, de découverte, puis qui veut aller un peu hors de leur zone de confort, on vous suggère fortement d'écouter l'épisode. Elle explique très bien c'est quoi, en fait, être un médecin de famille au Nunavik. Puis ouais, je suggère fortement de l'écouter. Ça a été toute une discussion. Ouais, puis là, malheureusement, c'est notre dernier épisode de cette saison-ci, mais on va probablement revenir l'an prochain parce que bon, on n'est pas sûr encore de notre spécialité qu'on veut pratiquer pour le reste de notre vie. Donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on en fasse plus. On n'a pas encore fait le tour de toutes les spécialités de médecine qui existent. Exactement. Donc, pour être sûr de ne pas manquer quand C'est quoi ta spécialité va revenir, allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, chaîne YouTube qui s'appelle C'est quoi ta spécialité? Puis d'ici là, pour le reste de l'année, continuez de suivre les bonnes habitudes de vie qu'on vous a conseillées cette saison-ci. Bon épisode! L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finance. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement de les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de bourse. 100 000 de bourse. 100 000 de bourse, là, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous. Oui, exact. Ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis, dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top notch là, avec Archer. Je parle d'expérience là, avec eux. Ils sont faciles d'approche. Tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis, c'est vraiment une courte rencontre. Là. Ça peut prendre juste 20 minutes. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecine puis qui offre des services totalement gratuits aux étudiants. Donc, allez voir ça. Et donc, Dr Auclair, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Puis pour commencer, on veut en apprendre un peu plus sur votre parcours. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine, ça vous intéressait? En fait, non. C'est venu sur le tard. Quand j'étais petite, je voulais faire plein d'autres choses. C'était aller de ballerine à professeure à avocate. Fait que l'inspiration du moment me servait de profession future, là. Fait que je peux pas dire que j'ai toujours rêvé d'aller en médecine. C'est venu plus tard. Je pense à force de me faire dire par les professeurs puis mes collègues de classe que tu préfères ça. Puis, j'ai appliqué, puis je suis rentrée, puis, heureusement, j'aime ça. Hein? Et vous êtes rentrée directement du cégep? Oui. Après ça, puis à l'Université Laval, c'est bien ça? Oui. Puis, est-ce que déjà, quand vous êtes rentrée, vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire comme résidence ou ça aussi, c'est venu en cours d'études? Pas du tout. C'est venu en cours d'études, puis je gardais, en fait, toutes les portes ouvertes. Puis, pendant mon externat, même pré-externat, j'avais fait des stages Saros en région. Fait que déjà, ça m'avait exposé quand même plus à la médecine familiale, mais à des spécialités de région aussi. Fait que j'aimais ça, la polyvalence, la diversité, le nombre d'endroits aussi au Québec où on peut aller pratiquer. Déjà, ça m'avait allumé. J'avais fait un projet humanitaire au Honduras aussi. Avec des étudiants qui, eux, doivent faire une année en région avant d'être diplômés. Fait qu'ils font un peu de la médecine familiale sans être formellement diplômés là-dedans. Fait que ça m'avait exposé beaucoup à plein de modèles de pratique. Puis à l'externat, j'avais gardé toutes mes portes ouvertes. Puis comme j'aimais tous mes stages, je me disais, la seule spécialité qui fait tout ça, c'est la médecine familiale. Fait que c'est comme ça que ça a confirmé mon choix. Vous avez fait vos stages Saros où quand vous étiez étudiant? J'en ai fait plusieurs parce qu'à l'Université Laval, on peut faire le préclinique en 2 ans et demi. Fait que mon et demi, l'été, ça donne comme 8-9 mois, pas de cours. Donc l'été, j'avais fait mon stage humanitaire au Honduras. L'automne, j'étais revenue en même temps que mes collègues qui retournaient à l'université. Puis moi, j'étais allée faire 6 semaines de stage à Sept-Îles, puis 6 semaines de stage aux îles de la Madeleine. Wow. Puis quand j'avais appliqué pour faire ça, j'avais aussi appliqué au Nunavik, mais qui avait ouvert mes lettres 2 mois trop tard, là. Puis qui m'avait dit, rapplique l'année d'après. Puis c'est comme ça que j'ai eu un stage d'été à Inukjuak. J'en ai fait 3 stages Saros. Puis à l'Université Laval, je pense que c'est comme ça dans toutes les universités, mais
J'avais un stage de région à l'externat où j'étais allée à Blanc-Sablon. Je m'étais même organisé un stage à option en anesthésie à Gaspé. Puis, mon stage de région à la résidence, c'était à Chibougamau. Fait que j'avais, par choix, là, pris toutes les régions les plus loin possible. Une bonne idée déjà, vous vouliez partir en région. Oui. Puis, est-ce qu'on se demandait ça, c'est-tu possible aussi faire des médecines, autres que la médecine familiale en région, des stages comme ça? Comme là, vous avez dit que vous avez fait un stage en anesthésiologie. Oui. Fait que c'est possible aussi, mais vous avez quand même penché. Oui. Bien, le stage d'anesthésie, je ne suis pas sûre qu'il était offert à large, mais d'autres avant moi l'avaient fait. Donc, le chemin était déjà tracé. Donc, oui, c'est possible. Là, évidemment, les cohortes ont augmenté. Fait que puis je sais qu'en résidence, maintenant, en spécialité, ils envoient des résidents même en région. Fait que peut-être que ça a pris des places de l'externat pour faire des stages de spécialité en région. Donc, oui, c'est possible. Moi, j'en ai fait un. J'espère qu'il y en a plus maintenant. Au Nunavik, par contre, on n'offre pas des mois complets de stage en spécialité, là. C'est plus comme les spécialistes eux-mêmes viennent une semaine à la fois, ils viennent avec un résident une semaine à la fois, sinon ils ne sont pas là pour faire la supervision. Si on revient un peu à la médecine familiale, donc vous avez dit que c'était vraiment touché à tout qui vous intéressait. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'au contraire, c'est la chose qui leur faisait peur un peu de la médecine familiale. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez un peu avant de rentrer en résidence, toutes les connaissances qu'il fallait avoir? Ou dans votre transition vers la vraie pratique, mettons, professeur? Ben, c'est vrai que c'est intimidant. Puis, en fait, j'ai perdu ça de vue avec le temps. Je ne sais pas à quel moment, si c'est pendant la résidence ou en début de pratique, mais c'est ce qui m'intéressait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au travail, on apprend constamment. Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose de stimulant. Particulièrement au Nunavik, il n'y a pas tellement de routine, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Fait que c'est ce que je recherchais. Fait que moi, je suis bien servie, mais je me fais rappeler ponctuellement par nos collègues spécialistes. Hey, c'est impressionnant la quantité de connaissances qu'il faut garder, mais je pense que le secret, c'est de savoir jusqu'où nos connaissances se rendent, puis après ça, savoir où aller trouver l'information, puis pas être gêné de demander de l'aide après ça. Mm-hmm. Puis là, est-ce que tout de suite après votre résidence, vous êtes allé travailler au Nunavik directement? Oui, tout de suite. L'été qui suivait la fin de ma résidence, j'ai commencé ma pratique à Puvirnituq, où j'ai été basée pendant 12 ans. Puis j'ai récemment changé pour Inukjuak, mais c'est à l'intérieur du même établissement, la côte de la baie du Tson, au Nunavik. Puis là, après avoir essayé comme plusieurs régions, qu'est-ce qui vous a vraiment comme plus attiré vers le Nunavik par rapport aux autres régions? Oui, mais en fait, c'est le contact avec la population locale. Je pense que j'avais particulièrement apprécié le contact transculturel pendant mon séjour au Honduras. Puis en allant dans plusieurs régions, je réalisais qu'il y avait une couleur locale. Puis particulièrement au Nunavik, en plus, l'environnement est tellement différent. C'est pas le cas de toutes les communautés au Nunavik, mais à Puvirnituq, on est au-delà de la ligne des arbres, donc il n'y a pas d'arbres. Le paysage, on dirait qu'il s'étend à l'infini, un paysage un peu lunaire. Fait qu'il y a la géographie qui nous rappelle qu'on est loin aussi. Fait que c'est un mix de tout ça qui m'avait fait avoir vraiment un gros coup de cœur pour le Nunavik, puis la connexion avec la population locale déjà pendant mon stage. Puis c'est quoi un peu les différences que vous avez remarquées dans vos stages, par exemple, soit en ville ou en région ici, versus ceux dans le Grand Nord? Mais je trouvais que la médecine... je disais tantôt, on n'est pas obligé de tout savoir, mais en même temps, au Nord, on est obligé d'essayer pas mal loin, même des affaires qu'on ne sait pas. C'est là que je disais que c'est important de savoir où aller chercher. Si on a des bonnes références, bien, c'est là qu'on peut... J'ai assez confiance dans mes compétences techniques pour faire une technique que j'ai jamais faite si j'ai les bons repères. Évidemment, si le risque de nuire plus à mon patient est plus grand, bien, j'ai aussi assez de jugement pour ne pas le faire. Là. Je ne vais pas aller faire une césarienne. Mais si c'est une petite technique qui pourrait avoir un impact très favorable pour le patient, en ayant les bons repères, moi, je trouve ça stimulant de le faire. Puis je trouve ça extrêmement gratifiant quand on est capable de soigner le patient le plus possible sur place, parce que tout transférer, particulièrement au Nunavik, c'est plusieurs heures. Donc, il peut y avoir des complications aussi à attendre que quelqu'un d'autre de plus formé le fasse.
Fait qu'il y a ça que je trouvais vraiment un beau défi puis stimulant. Puis même après 14 ans, c'est pas fini, là. C'est ça qui me garde encore heureuse d'être là. Il doit y avoir encore des cas un peu inattendus que vous avez jamais vus qui arrivent. À chaque semaine, il y a quelque chose que j'ai pas vu. C'est pas parce que je suis là depuis longtemps que j'ai tout vu. Au contraire, c'est ça qui, je pense, nous permet de nous améliorer constamment. Mm-hmm. Puis moi, je me demandais aussi, de quoi ça ressemble un peu les équipes médicales? Parce que là, vous avez dit que parfois, vous devez attendre après des gens. Donc, c'est quoi un peu toute la dynamique de l'équipe médicale? Donc, à Pouvernitouk, on est une équipe de... Bon, ça varie avec les années, là. 4, 5, 6 médecins sur place. C'est un petit hôpital de région. Donc, à 4, 5, 6 médecins, on couvre l'hospitalisation, l'urgence, le sans rendez-vous, la prise en charge, les soins à domicile. On fait la deuxième ligne de l'obstétrique parce qu'on a des sages-femmes qui font tout le suivi de grossesse, les accouchements puis le suivi postpartum immédiat. Ils nous appellent quand c'est plus compliqué. Puis bon, chaque grossesse, on les voit une fois, on les discute en équipe multi, mais c'est beaucoup plus le leadership sage-femme. Puis l'équipe de Pouvernitouk doit aller chercher les autres patients dans les 6 autres communautés desservies par le petit hôpital. Il n'y a aucune route qui se rend au Nunavik, il n'y a aucune route entre les communautés. Donc, ces transferts-là se font en avion. Donc, évidemment, c'est pas à chaque fois qu'on a besoin de transférer un patient qui a besoin d'un médecin à bord, mais quand le médecin embarque, c'est qu'il y a un risque que le patient soit instable ou il y a carrément une technique à faire pour le stabiliser, comme intuber, mettre une voie centrale, mettre un drain thoracique. Fait que ça rajoute aussi à l'exotisme de notre travail. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans des tonnes de régions du Québec là, qu'il faut embarquer dans un petit avion. C'est un petit avion bimoteur, non pressurisé, ça brasse, si bruyant. Il ne doit pas avoir de l'équipement à l'infini à l'intérieur de l'avion non plus. C'est pas du tout l'avion ambulance qui dessert toutes les régions du Québec. Là. C'est pas une unité de soins intensifs volante. C'est un avion, en fait, qui fait plein d'autres choses de sa journée. Qui peut aller chercher des passagers, qui peut aller porter du cargo. Donc, a priori, l'avion est vide. Là. C'est pas comme une ambulance qui a déjà de l'oxygène dans les murs. Il faut tout amener dans l'avion. C'est ça. Fait que tout est dans les trousses. Il faut penser à tout. Il faut considérer tous les scénarios. Puis ça veut pas dire que si notre trajectoire initiale, c'est du point A vers le point B, que la météo va pas s'y mettre entre-temps. Fait qu'il faut prévoir nos plans B, C, D, E. Quand je pars en Medevac ou j'aide quelqu'un à se préparer ou que j'amène un résident ou un étudiant sur un Medevac, c'est toujours, on sait quand est-ce qu'on part, on sait jamais quand est-ce qu'on revient. Faut amener un petit kit de survie au cas qu'on puisse pas rentrer à la maison le soir, ça arrive. Des fois, c'est plusieurs soirs. Fait que ça fait partie de l'imprévu puis de l'absence de routine qu'on a au travail. Ça arrive-tu que, exemple, un patient doit vraiment être comme envoyé ailleurs, mais l'avion peut pas partir à cause des intempéries? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, on fait de notre mieux avec le matériel qu'on a. On consulte les spécialités ou des fois les collègues sur place parce que le spécialiste est habitué dans son environnement avec son équipement. Mais tu sais, le chirurgien qui me dit fais ci, fais ça, ben moi je suis pas chirurgienne là. C'est sûr que si j'ai quelqu'un avec un abdomen aigu, je vais pas pouvoir l'ouvrir là. Fait que je vais le temporiser médicalement, c'est des solutés, des antibiotiques, surveiller les signes vitaux, mettre des amines si la pression suit pas. Fait que c'est une gestion des fois différente d'un patient qui est vraiment instable. On a des patients qui restent coincés dans leur communauté où il n'y a pas d'hôpital non plus. Des patients, j'ai une histoire en tête, une intoxication sévère qui est restée coincée pendant 3 jours dans son village, pas de laboratoire. Puis pas assez de personnel. En principe, là, c'est pas supposé être ouvert 24/7, mais là, il y a quelqu'un intubé vraiment instable. Mais les gens se sont organisés localement puis se sont relayés à son chevet jusqu'à ce que la météo soit assez favorable pour que l'avion vienne la chercher. Puis localement, il y avait des infirmiers, j'imagine? Oui, t'es chanceuse, c'est arrivé dans quand même un village où il y a des médecins. C'est Inujjuaq où je travaille maintenant. Qui était, je sais pas s'il y était 2 ou 3 médecins cette fois-là. C'est pas moi qui étais là localement. Moi, j'étais à l'autre bout, à Pouvernitouk à ce moment-là.
Je pense qu'il y était 2 médecins, puis qui s'étaient répartis, puis une équipe de 5-6 infirmières, là. Puis, bon, là, comme c'était une intoxication, mais c'est le centre antipoison qui les coachait à distance, mais c'est ça, pas de labo, pas tous les outils qu'il y a dans une unité de soins intensifs, là où la patiente serait allée rapidement si elle avait été dans un autre milieu. Fait qu'aussitôt qu'elle a pu sortir du village, on l'a amenée à Pouvernoutouk où il y a déjà un peu plus de personnel. Puis après ça, transférée vers Montréal via le Challenger, là, l'avion-ambulance. Mm-hmm. Puis vous venez de parler un peu de communication par téléphone, de télémédecine comme ça. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous voyez souvent, que par exemple, un spécialiste de quelque part vous appelle puis vous guide vers ce que vous devez faire? Oui. Bien, en fait, régulièrement, quotidiennement, moi, j'appelle les spécialistes à Montréal, là, parce que c'est notre centre de référence. Des fois, c'est juste pour une opinion, un ajustement de médicaments ou quel labo je devrais faire. Ou je sais que mon spécialiste de médecine interne vient dans un mois. Est-ce que c'est sécuritaire de mettre le patient sur la liste dans un mois ou est-ce qu'il faut qu'on s'organise pour l'envoyer auparavant pour faire une investigation plus poussée? Mais même à l'intérieur de la région, il n'y a pas des médecins dans toutes les communautés. Donc, on fait énormément de télémédecine au quotidien juste via les infirmières. Les infirmières ont un rôle élargi au nord. Puis les infirmières font toute la clinique d'urgence sans rendez-vous. Puis sur Lutzon, il y a 3-4 communautés sur 7 qui a un médecin. Les autres sont seulement visités 1 semaine par mois à peu près. Donc, le restant du temps, c'est des médecins sur appel à distance qui gèrent toutes les plaintes des patients qui viennent. Puis là, on doit décider est-ce que le patient doit être évacué d'urgence avec un Medevac, comme j'expliquais tantôt. Est-ce que ça peut attendre le prochain avion régulier pour se faire envoyer vers l'hôpital pour avoir une radiographie, une échographie ou peut-être juste un examen physique? Ou est-ce que ça peut attendre que le prochain médecin aille dans ce village-là dans 3 semaines? Fait que c'est pas du tout comment on a appris à faire la médecine. Ouais. C'est beaucoup de décisions, j'ai l'impression. C'est ça que je te dire aussi. C'est ça, avoir un certain sens de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui l'est moins. Ouais. Décision, est-ce que j'appelle un spécialiste? Est-ce que c'est quelque chose que je suis capable de gérer par moi-même? Est-ce que la personne peut rester ici ou dans sa communauté ou pas? C'est comme... Ouais. Puis est-ce que la météo va venir brouiller les cartes sur les délais? Parce que c'est bien beau faire un plan, mais si au moment qu'on décide, OK, là, c'est le temps de sortir le patient, puis la météo ne collabore plus, ou des fois, le blizzard est annoncé, mais des fois, on prend des décisions sur l'anticipation que ça va être bloqué. Mm-hmm. Même si on ne sait pas si le patient vraiment mériterait une hospitalisation. Normalement, on l'aurait observé, puis à la fin de l'observation, on aurait pris la décision, mais des fois, on n'a pas ce temps-là. Il faut le sortir, puis des fois, il ne se passe pas grand-chose une fois qu'on l'a sorti, mais c'est mieux ça que de l'avoir coincé dans un village, pas de médecin, puis d'être pris à s'en occuper par téléphone ou en visioconférence. Puis ce côté-là d'avoir souvent recours à l'évacuation, puis de ne pas avoir comme toutes les ressources nécessaires sur place, est-ce qu'il y a un petit côté un peu frustrant de voir que, mettons, les patients peuvent, des fois, reçoivent pas un soin optimal, par rapport à les soins qui seraient arrivés, mettons, en ville? Ah oui, absolument. C'est sûr que des fois, on se dit, cette même condition-là, si le patient avait pu se présenter dans une urgence urbaine, il serait monté tout de suite, en tout cas, tout de suite avec les délais urbains, là, mais plus rapidement. Pas mal plus vite aux soins intensifs ou dans un CT scan. On n'a pas de CT scan sur le territoire. Fait que des fois, ça nous fait prendre des décisions vraiment différentes juste par l'éloignement, juste par le manque d'accès. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on aurait de quoi occuper un neurochirurgien à temps plein sur notre territoire. Là. Non, ça serait pas réaliste. Trouver la balance un peu dans c'est ça, qu'est-ce qu'on peut servir, c'est quoi les besoins. Oui. Sinon, moi, j'avais une question qui est un peu d'un autre ressort. Là. Vous avez dit que en visitant les différentes régions du Québec, vous avez vu les différentes couleurs. Mm-hmm. Je me demandais, est-ce que ça a été comment s'adapter un peu à une nouvelle communauté, à un nouveau environnement? Est-ce que vous vous sentiez équipé avec vos études médicales une fois rendu là ou pas vraiment? La résidence en médecine familiale nous apprend justement à comprendre nos limites puis à savoir où aller chercher de l'aide. Je pense que si
on atteint cet objectif-là à la fin de la résidence en médecine familiale, c'est déjà excellent. Puis ça nous apprend à bien apprendre aussi. Mais en arrivant au Nord, j'ai quand même eu l'impression de devoir réapprendre comment faire la médecine parce que ces histoires-là de « j'ai pas de médecin avant 3 semaines », j'avais jamais été confrontée à ça. Parce que j'avais fait ma résidence en milieu urbain, là, bien sûr avec des stages en région, mais c'est quand même des régions, à part les îles de la Madeleine, qui communiquent avec le réseau routier de la province. Aux îles, ils sont pas reliés avec le réseau routier, mais il y a quand même des spécialistes sur place, fait que c'est un peu différent à cet égard-là. Fait que oui, j'ai eu l'impression de devoir réapprendre, puis toute la partie transculturelle, c'est pas quelque chose sur laquelle j'avais été formée. C'est sûr, là, j'espère avec les événements récents que la formation va être plus adéquate, notamment pour la sécurité culturelle, pour toutes les populations autochtones dans la province. Moi, j'essaie de contribuer comme je peux avec l'expérience que j'ai acquise sur le terrain, mais j'ai eu l'impression, moi, ma pente à gravir sur le terrain a été raide un petit peu. Puis c'est des fois, avec les réactions de patients, que je réalisais, oups, OK, j'ai peut-être pas la bonne approche. Puis qu'avec le temps, j'ai corrigé le tir. Puis c'est en me faisant questionner par les résidents, bien, comment tu fais pour questionner un patient? Ou, tu sais, as-tu des trucs pour l'approche transculturelle, que je réalisais le chemin que j'avais parcouru finalement avec les années. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des étudiants qui seraient intéressés d'aller travailler dans le Nord avec ces communautés-là? Comment ils pourraient, après ma barre, déjà se préparer puis avoir un meilleur bagage? Mais en fait, je recommanderais à tout le monde, même ceux qui ne vont pas en région, parce que, en fait, si vous regardez une carte des communautés autochtones au Québec, il y en a dans beaucoup de régions. Puis, les centres urbains sont les centres de référence de toutes les régions. Donc, même en centre urbain, on n'y échappe pas. Donc, je pense que la société au complet bénéficierait que tous les soignants soient bons et compétents en sécurité culturelle. Fait que de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous de formation là-dessus, de lire des documents comme Mythes et réalités sur les peuples autochtones pour reconstruire l'histoire qu'on a en commun avec les peuples autochtones, parce que si on a suivi le cursus du ministère de l'Éducation, on se rend compte avec le temps qu'il y a beaucoup de biais. Fait qu'il faut rectifier ça presse. Écouter des documentaires le plus possible faits par des réalisateurs autochtones, puis consommer, que ce soit des livres, des films, de la culture, de la musique par des artistes autochtones, ça va déjà ouvrir les horizons. Puis évidemment, bien, si on sait qu'on s'en va en région à telle place, bien, de communiquer avec quelqu'un qui est déjà installé sur place, ils vont pouvoir vous donner quelques petits tuyaux plus spécifiques, parce que, bon, c'est pas un bloc monolithique, là, c'est plusieurs cultures autochtones. Puis je remarque même au Nunavik, entre chaque communauté, il y a des petites différences, un peu comme toutes les communautés, toutes les régions au Québec ont leurs différences. Ouais. Puis le choc au départ, dans les premières fois que vous êtes monté, puis tu sais, c'est comme vraiment... C'est un peu une isolation, là, tu sais, au début, vous connaissiez personne dans la communauté, ou presque, là, j'imagine. Ouais. Puis il y a... Tu sais, vous êtes sûr d'être comme un peu pogné là pendant quelques 2 semaines, exemple? C'est comment, ça, s'ajuster à ça, ce choc-là, de se retrouver en haut? Bien, je pense qu'il faut en faire l'expérience pour savoir si on s'adapte bien à ça. Moi, la première fois que je suis débarquée au Nunavik, c'était 6 semaines. Fait que je savais que j'étais coincée là pendant 6 semaines. Ouais, c'est ça. Je mettais des guillemets, moi aussi, là, pour ceux qui écoutent en audio. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas une prison, là. Non, j'ai choisi et je continue à choisir d'être là. Mais effectivement, il y a quelque chose, il y a un petit peu un feeling d'être au bout du monde. Je pense qu'il faut aimer être dépaysé, j'aimais déjà être en voyage puis faire des expéditions, fait que je trouvais qu'à quelque part, il y avait un petit peu de tout ça qui ressortait, même si je m'en allais en stage, j'avais l'impression de partir en voyage. Puis en expédition, parce que, bon, des fois, il n'y a même pas d'eau courante dans les logements. Puis bon, en plus,
le plein air est omniprésent. Fait que pour quelqu'un qui aime faire du plein air, c'est un terrain de jeu idéal. Fait que ouais, il y a un petit peu un sentiment de bout du monde, mais en même temps, je me sentais tellement privilégiée d'être à cet endroit-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent y aller, c'est pas accessible. Puis d'avoir accès au quotidien des gens qui étaient si différents du mien. Je pense ce qui m'avait le plus allumé pendant mon séjour, c'était les visites à domicile, parce que là, vraiment, il y a des choses que quand les gens rentrent dans notre bureau, nous racontent pas parce que c'est comme ça que ça se passe chez eux, puis ils prennent ça pour acquis. Ils pensent pas que ça vaut la peine de m'expliquer pourquoi c'est différent vivre chez eux que chez moi, mais de rentrer chez les gens. Puis ça fait ce même effet-là en centre-ville de Montréal ou de Québec. Rentrer chez les gens, on comprend beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être dites sur comment les gens vivent. Puis d'explorer le territoire, on comprend pourquoi les communautés veulent prendre soin de leur territoire, puis pourquoi ils ont des étincelles dans les yeux quand ils nous disent qu'ils reviennent d'un séjour on the land pendant quelques semaines. On comprend pourquoi ça les ressource. La beauté des paysages. Oui, puis vraiment, pas besoin d'aller très loin du village pour se sentir complètement déconnecté de la civilisation, là. Puis déjà, même dans le village, on le sent un peu, là, pas de réseau cellulaire, pas de réseau routier. On peut pas, si on a le cafard la fin de semaine, on peut pas prendre la voiture puis aller visiter nos amis, là. C'est juste pas possible. Puis vu que c'est si petit, justement, c'est probablement que vous voyez vos patients dans la rue vraiment souvent, que vous recroisez souvent les mêmes personnes. Oui. Donc ça, c'est comment d'essayer de gérer ça, d'avoir un petit cercle social là-bas, mais en même temps que la majorité, vous allez les croiser à l'hôpital à un moment ou un autre. Bien, ça, c'est le propre de tous les petits villages, les petites communautés. Puis la vie en région, je pense qu'on s'attend plus à croiser nos patients à l'épicerie ou dans la rue. Puis à un moment donné, ben faut l'accepter. Si on trouve que ça embarque trop dans notre bulle, ben peut-être que c'est juste pas un mode de vie qui convient bien, là. C'est sûr qu'au Nunavik, en tant que travailleur qui vient de l'extérieur, la connexion se fait naturellement avec nos collègues en premier. Parce que tous les collègues sont dans le même bateau. Pas de réseau familial sur place. On a perdu nos repères culturels, nos repères géographiques. On est catapultés dans la même expérience. On fait nos gardes ensemble qui sont très intenses. Fait que la connexion se fait facilement avec les collègues. Puis avec les gens de la communauté, ça se fait un peu plus dans les plus petites communautés qui voient moins de travailleurs passer. Donc, entre Inukjuak et Povernituk, Inukjuak voit un petit peu moins de travailleurs passer. Fait que le contact avec la communauté est un petit peu plus facile. En même temps, c'est une petite communauté et pas, là. On est 2-3 médecins à la fois. Donc, ceux qui sont dans la communauté, qui sont mes amis proches, ben je m'arrange qu'ils ne soient pas mes patients. Okay. Comme quelqu'un qui revive en région puis que sa famille est en région, on ne veut pas devenir le docteur de sa famille. Ben c'est ça. On met nos limites pour que ça soit confortable et sécuritaire pour tout le monde. Puis moi, je me demandais aussi, c'est quoi environ votre horaire? Parce que là aussi, je crois que vous avez une famille présentement. Et comment c'est venu aussi à jongler avec ça? Et ça vous fait plein d'allers-retours, Montréal, là-bas, ou plus ou moins? Oui, bien en fait, il y a plusieurs formules de postes qui existent au Nunavik, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui nous permet de garder nos médecins. Fait qu'un temps plein, ce qu'on fait tous en début de carrière, c'est 34 semaines par année sur le territoire. Donc, grosso modo, 8 mois avec 8 billets d'avion. Donc, on peut faire 8 fois un mois si on veut avec des allers-retours en avion. On n'est pas obligé de faire autant d'allers-retours, mais si on a une famille à l'extérieur du Nunavik, peut-être que c'est un mode de vie qui va nous plaire plus. Après un certain nombre d'années, on permet à nos médecins de réduire leurs exigences de base puis de faire soit 22 semaines par année ou 18 semaines par année. Donc, 4 à 6 mois minimum. On peut en faire un peu plus avec un nombre de billets d'avion qui diminue dans le cas du 18 semaines. Puis, honnêtement, on a de plus en plus de médecins avec des familles, puis toutes les formules sont bonnes. Il y en a qui montent toujours en famille.
avec quelqu'un qui va garder les enfants s'il y a des jeunes enfants. Il y en a d'autres qui ont un mode de vie, disons, un peu plus à distance, où la famille reste dans le sud. Le sud, il faut comprendre que c'est au sud du 55e parallèle. Là. On parle pas de Cuba, là. Non. non, Mont-Laurier, ça serait dans le sud pour nous. Donc, il y en a que leur famille est dans le sud puis qui font des allers-retours plus fréquents. Mais je pense qu'il faut avoir une bonne conversation puis il faut l'essayer pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien ou pas. Dans mon cas, la famille me suit à chacun de mes séjours. Mon conjoint, mes enfants, puis on fait monter... dans ce cas-ci, c'est ma mère qui vient garder les enfants. Là. Fait que ça reste dans la famille. Puis eux, ils aiment ça aussi, faire un peu les deux. Ah oui. Mais ça change vraiment le quotidien. Puis, on a quand même nos amis locaux sur place. Donc, ça nous permet de les voir plus que si on vivait à temps plein à Montréal. Donc, oui, ils aiment bien le mode de vie. Puis, tout le monde est habitué là, de nous voir arriver pour plusieurs semaines au Nunavik ou de nous voir partir plusieurs semaines de Montréal. Donc, c'est ça. On a un mode de vie un peu différent, disons, de nos amis du quartier, là. Mais oui, tout le monde y trouve son compte. Puis, est-ce que si vous avez, par exemple, à donner une ou deux caractéristiques là, pour attirer les étudiants, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un manque, je pense, de médecins en toutes les régions du Québec, mais sûrement particulièrement au Nunavik. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les attirer? Je pense que pour n'importe qui est amoureux des voyages, j'ai visité beaucoup de pays, puis il n'y a pas beaucoup d'endroits qui m'ont dépaysé autant que le Nunavik. Je pense que si quelqu'un est vraiment amoureux des voyages, souvent ça signe qu'on est curieux, qu'on aime perdre nos repères un petit peu. Je pense que vraiment c'est un bon endroit. Puis si vous aimez les défis, si vous n'avez pas froid aux yeux, si vous aimez voir en dehors de la boîte, je pense que vraiment le Nunavik saurait vous satisfaire. Mm-hmm. Puis justement, y a-t-il encore un aussi grand besoin de médecins au Nunavik? Puis est-ce que c'est vrai que ce qu'on entend, c'est que les gens, ils vont l'essayer, ils vont faire quelques runs, puis après ça, ils vont plus y retourner? C'est une réalité qui est encore présente? C'est une réalité encore dans certains corps professionnels. Pour les médecins, je pense que ça a été vrai il y a plusieurs années. Maintenant, on réussit à garder les médecins quelques années. J'ai pas refait la moyenne récemment, là, mais je sais que depuis mon arrivée, la longévité moyenne des médecins est plus longue qu'avant, a été rallongée. Mais c'est ça, c'est pas quelques runs, là, c'est plus quelques années. Mm-hmm. C'est pour toutes sortes de circonstances personnelles ou familiales que le Nord convenait plus. Là. Mais à cause de ces départs-là qui sont réguliers, on a constamment besoin de monde pour les remplacer. Donc oui, il y a toujours des besoins. Il y en avait beaucoup quand j'ai commencé. Mais il y en a de façon régulière. Il ne faut pas s'inquiéter qu'il n'y a plus de place au Nunavik. Il va toujours en avoir, je pense. Ouais, je pense, en parlant, c'est ça, de place, je crois qu'on l'a mentionné rapidement tantôt, mais Sarah, qui est un organisme au Québec, je pense que vous êtes ambassadrice de Sarah. Est-ce que vous pouvez plus nous expliquer un peu c'est quoi leur rôle en tant que tel? Oui, mais Sarah, l'acronyme, c'est Soutien au recrutement des régions pour omnipraticiens et spécialistes. Puis, je pense que c'est 12 régions du Québec qui font partie du regroupement Saros, qui font partie des régions éloignées ou isolées. Puis, si vous allez voir sur le site, vous allez voir des descriptions, souvent avec des témoignages de médecins, pas juste des omnipraticiens, il y a des spécialistes aussi installés en région qui témoignent là-dessus. Puis je pense que notre point en commun, c'est que la pratique en région, c'est toujours un petit peu plus large, puis un petit peu plus de défis que ce qu'on a appris en ville, parce que la plupart, on a fait nos formations en ville. Puis c'est d'encourager les gens à aller s'installer en région. Puis tu sais, de toutes les places où j'ai fait mes stages, je pense que j'aurais été heureuse dans toutes ces régions-là. Moi, j'ai eu l'appel plus avec l'environnement qui était différent, la culture. Puis,
visiblement, ça a fonctionné 14 ans plus tard. Là. Mais ceci dit, j'ai plein d'amis et de collègues de classe qui sont installés dans d'autres régions qui sont très heureux là aussi. Là. Donc, c'est ça. Saros fait beaucoup de présentations, de colloques, organise des stages en région d'été. Parce que vraiment, je pense que faut essayer des stages en région pour voir qu'est-ce qui nous convient le mieux comme personne. Je suis sûre que ça va donner le goût à plusieurs d'aller regarder ça, d'aller au moins essayer de faire quelques rotations en région pour voir ce qu'ils en pensent. Se faire dépayser un peu, puis je pense pousser nos limites. Ouais. Puis est-ce que vous avez un conseil sinon pour les étudiants qui, comme nous, cherchent un peu leur voie, donc qui savent pas trop dans quoi ils veulent aller? Là, moi, je trouve que tout a l'air intéressant. C'est un bon signe, ça, si tout a l'air intéressant. Bien, je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, il faut se laisser surprendre. Peut-être pas arriver dans un stage en disant « je sais que j'aime pas ça » ou « je sais que j'attends juste tel stage parce qu'on peut avoir des surprises. On peut penser que telle spécialité va être pour nous, puis oups, on se réalise qu'au quotidien, bien, peut-être que ça ne fit pas avec notre personnalité. Puis je pense que si on est ouvert à tout, bien, il faut, dans nos stages à option, dans nos stages en région, partout où on a des choix, essayer de diversifier les milieux où on va. Parce que si on reste toujours au même endroit, je pense qu'on risque ben, c'est correct là, d'être confortable au même endroit, mais peut-être que des fois, ça nous empêche de découvrir quelque chose qui, en tout cas, visiblement, si je n'étais pas allée au Nunavik, je pense pas que je serais allée m'établir là. Fait que dans le cas du Nunavik, je pense que c'est important de venir l'essayer si c'est quelque chose qui attise la curiosité. Là. Donc, c'est ça. Avez-vous un organisme ou une implication que vous aimeriez glisser aux auditeurs? Oui, ben en fait, tu sais, avec la dernière année où il y a, je pense, plus de sensibilisation à la situation des peuples autochtones au Québec, puis disons, tout ce qui s'est passé dans les écoles résidentielles, je pense qu'on devrait, comme société, puis je pense que les étudiants en médecine sont bien placés pour ça, peut-être s'impliquer plus auprès des populations, notamment itinérantes en ville. Je sais qu'il y en a un gros pourcentage qui origine des communautés autochtones. Il y en a beaucoup de ces personnes-là qui sont les survivants des écoles résidentielles. Souvent, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les communautés qui sont passées à travers? Mais je pense que déjà de s'ouvrir et de prendre soin des survivants qu'on a des fois pas très loin de chez soi. Il y a des organismes comme Médecins du Monde qui font des cliniques mobiles, j'ai juste le mot en anglais, les shelters comme chez Doris, où il y a beaucoup de personnes autochtones qui vont utiliser les services. Il y a Projet Autochtone Montréal, le Centre d'amitié autochtone. Beaucoup de ces organismes-là sont visités par Médecins du Monde ou l'organisme Montréal Autochtone qui publicisait aussi un document pour les alliés des peuples autochtones. Je pense que comme soignant non autochtone, c'est peut-être un bon endroit où commencer, puis où essayer de s'occuper de ceux qui ont survécu. Merci beaucoup. Pour les auditeurs, on va mettre tout ça en lien des commentaires. On vous conseille fortement d'aller tout regarder et lire là-dessus. Merci beaucoup. Puis on a quelques cadeaux pour vous, donc je veux juste remercier les entreprises qui ont rendu ça possible. Donc merci à Atypique pour des boissons sans alcool, à la boîte à vin pour du vin québécois, à François Lambert pour des produits de l'érable et à Bota Bota pour un petit séjour au spa. Oui. Et sinon, pour nos auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette saison. Ça a été un grand parcours. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Et restez à l'affût. On risque de revenir à l'automne. Donc, abonnez-vous à notre chaîne pour rien manquer. Merci. À l'an prochain. Merci.